Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Je dérape. Et je dérape, et en fait, y a un moment, Carrefour, il dit « Where is the money ?» Où est l'argent? Et là, tu te rends compte que, en fait, t'as pas été du tout discipliné financièrement. Je vais t'expliquer, je reviens. Je reviens, et donc, pour la petite histoire, c'était assez rigolo, parce que quand ça s'est passé, j'étais au fond du trou, c'est véridique, puisque j'étais au fond du Grand Canyon, aux États-Unis. Okay. Et au fond du Grand Canyon, à Phantom Range, et là, je reçois un coup de fil d'un partenaire de l'époque, et qui me dit, ça y est, Carrefour arrête de payer. Donc là, on est mort. Et donc, je prends le premier avion. Et en fait, comme j'étais un peu en distance, une nouvelle fois, un enfant qui arrivait, etc., en fait, je me dis, là, je vais reprendre ma casquette de CEO, que j'ai toujours gardée, mais on était deux. Là, je vais reprendre ma casquette de CEO. Et je vais aller voir Carrefour. Et c'est la première fois que j'écris un texte, tu sais, comme on est tu vois, tu es de l'autre côté de la table. C'est la première fois que je tremble. Et je dis la vérité. Et écoutez, voilà, je dois vous avouer quelque chose, vous avez posé la bonne question. Mais en fait, il s'est passé ça, et aujourd'hui, je n'ai plus l'argent. Je l'ai clairement dérapé en termes de gestion financière, mais je suis là en face de vous, je vous regarde dans les yeux. Ça va être très difficile, mais je vais me battre. Je vais prendre les décisions qui vont s'imposer très rapidement. Je vais reprendre le contrôle de ma boîte et je vais tout vous rembourser. Je me battrai. Et j'avais aussi l'option de prendre le premier avion, parce que c'est 3 millions de dollars que tu as de dette. Donc 3 millions de dollars de dette, ça peut... Et puis il y avait Carrefour, il y avait des banques, il y avait des fournisseurs que j'arrivais plus à payer. Enfin, il y avait plein de choses. J'avais 20 personnes qui me couraient après, quoi. Mais Carrefour était un gros acteur. Et là, une nouvelle fois, l'humilité, la transparence, si tu es quelqu'un de sérieux, tu peux déraper. Ça fait partie de l'expérience d'être entrepreneur. Par contre, il faut être honnête et transparent. C'est hyper important ce que tu dis, parce que dans l'approche, dans ce moment-là, tu as plusieurs options. Tu peux soit t'enterrer au fond du trou, le déni. Oui. Tu peux soit mitonner, dire non, mais bullshit, oui, je vais être bullshit. Donc bon, généralement dans le déni, ça part quand même en cacahuète. Quand tu mitonnes, il y a des gens qui arrivent à bullshiter bien et à s'en sortir, mais bon, 2-3 incrédules qui vont le croire, ouais. Mais généralement ça finit mal aussi. Quand t'arrives en posant les choses sur la table, tu vois, je pense que toi aussi en tant qu'investisseur, t'aimes bien quand les boîtes dans lesquelles t'as investi. Je vis une situation très très similaire, je n'aimerais pas aujourd'hui, très très similaire aujourd'hui dans l'un de mes investissements, et le fondateur fait exactement ça. Humilité. J'ai fait l'erreur. Aidez-moi. J'ai construit quand même quelque chose, comme moi j'avais construit quelque chose, tu vois. J'ai représenté une valeur pour ces gens-là, parce qu'ils avaient besoin de moi. Mais dans le même temps, mea culpa, j'étais pas un bon CEO, je gérais pas bien. Donc, pardon, je vais prendre les décisions, j'ai quelques idées, j'aimerais vous partager ça avec vous. Donc, dans ces cas-là, le schéma traditionnel, donc déjà, moment d'humilité, hein. Et là, ils te disent, bon, écoute, on va faire un audit pour savoir ce que tu nous dis est véridique. Et si ça se passe bien, on va faire tu vas préparer un plan de retournement et on va t'accompagner sur le plan de retournement. C'est intéressant, hein. Je reviens sur, tu dis, tu vis une situation similaire dans un investissement dans lequel t'es, et c'est la même chose pour moi. Tu vois, à peu près, je pense à la date où on se parle, une boîte dans laquelle j'ai investi il y a 1 an, et le mec, quelques mois après, nous dit à tous les invests, désolé, je me suis foiré sur un truc, on n'a pas payé l'URSSAF, on n'a pas payé machin, on n'a pas, en fait, tout ça, et je dis, putain, tu nous as quand même pas dit tout ça, en fait, c'était pas clair. Tu vois, à un moment, moi, en tant qu'investisseur, je me suis dit qu'il avait été, à ce moment-là, malhonnête. Et je crois qu'en fait, il s'était foiré. Un peu comme toi, hein, il s'était juste foiré big time. Ouais. Alors, plutôt assez jeune, etc. Et tu vois, en face, ce qui est intéressant, moi, c'est que j'ai quand même mis du temps
à lui refaire confiance. C'est-à-dire qu'à un moment, Bien sûr, il doit nous annoncer, tu t'investis en juin, en septembre, il te dit en fait la boîte va partir en carafe, je dois la restructurer entièrement. En décembre, il est en redressement judiciaire, etc. Tu te dis, putain, le mec, il a quand même vraiment fait n'importe quoi. Il te lève 1 ou 2 millions, 2 millions, je pense. Et puis, ils envoient ses mails tous les mois, et tous les mois, ils nous expliquent ce qu'il fait, comment, quoi, etc. Au début, tu te dis, bon, c'est peut-être un peu bullshit, puis petit à petit, bon, le RJ, les choses, les machins. Puis là, tu vois qu'il commence à s'en sortir, et puis c'est vrai que au bout de 8-10 mois, j'ai fini par lui envoyer un mail, parce qu'à un moment, je lui ai dit quand même, c'était border arnaque ton machin, et il m'a dit, non, je t'assure, etc. Et au bout de 8-10 mois, je lui ai dit, je vois comme tu le bats, sachant que l'option de planter la boîte, pour toi comme pour lui, j'imagine. Enfin, elle est pas forcément idiote. Ben non, parce que dire finalement, bon, t'avais gagné de l'argent, toi, non, au passage. Non. T'avais pas un appart, t'avais pas un truc, t'avais rien. T'avais rien. Okay. Mais oui, l'option, elle est là. Hein. Tu peux recommencer à zéro. Non, mais au bout de 10 ans en Chine, tu te dis, 7 ans de grosse galère, tu vois. Enfin, c'était fun, mais c'était quand même galère. Et tu te dis, pour en arriver là. Tu te poses une question, tu as quand même un gros moment de solitude, quoi. Et en fait, de par la nature, et ça c'est la résilience, quoi, tu te dis non, attends, c'est pas possible que ça se termine comme ça, quoi. Et en fait, là, il y a un éclair de génie entrepreneurial qui t'arrive, en gros, et là, tu comprends que tu es vraiment au pied du mur et que tout est aux gens à qui tu dois l'argent, etc. Il faut respecter ton échéancier, il faut respecter ton plan de recrutement. Et là, tu deviens killer. Donc, les décisions que tu prenais 3 mois à prendre, tu sais, les poussières que tu mettais sous le tapis, là, tu les prends en 2 heures, parce que si tu ne prends pas dans les 2 heures, t'es mort. Et donc, tu prends des décisions extrêmement radicales. Donc, moi, dans mon cas, c'était bien évidemment, j'ai dû me séparer de 30-40% de l'équipe. Donc, une centaine de personnes sur... Non, j'avais 30-40 personnes à l'école, à l'époque. Donc, je passe peut-être de 50 à 25-30 personnes. Et réduction de salaire de 50% pendant 2 mois. Non, mais je ne pouvais pas. De tout le monde. Ben non, ouais, j'ai dit, mais vous partez s'il n'y a aucun problème. Hein. Ceux qui me font confiance, vous restez, mais malheureusement, je dois faire ça parce que sinon, je passe pas. Choses qui sont complètement impossibles dans la plupart des pays occidentaux. En France, en particulier, en tout cas. On est clair. Et mais bon, il y a un moment, tu sais, où ça transcende. Tu n'as pas le choix. Tu peux pas dire oui à tout le monde. Donc voilà, il faut faire survivre la boîte. Par contre, je vous regarde dans les yeux, si vous m'aidez aujourd'hui, je vous serai redevable de votre effort. Et en fait, là où c'était génial, et c'est ce que j'essaie de communiquer à tous mes investissements, en fait, cette période-là est la meilleure période qui me fait arriver, parce qu'en fait, là, tu deviens beaucoup plus efficace, beaucoup plus humble, et beaucoup plus focus sur ce qui est important pour ta boîte. T'es plus la tête dans les nuages. C'était le luxe que tu avais avant, mais un luxe destructeur. Et donc là, tu es vraiment dans la réalité, tu es sur le terrain, et là, t'es hyper sharp. Tu prends toutes les bonnes décisions, quoi. Donc là, je reprends 100% de la boîte. Je prends 100% de la dette. Donc, je me prends 3 millions sur la main. Et je sais l'agenda que je dois mettre en place pour retourner la boîte. Et là, j'y vais au forceps. Et j'y vais, je fonce. Et en fait, je tiens. Les 3 millions, je les ai remboursés en 2 ans et demi. En autofinancement. C'est un truc de dingue. J'augmente mes prix 25%. Parce que je gagnais pas de l'argent, en fait, sur Carrefour. Mais tu sais, c'est l'erreur classique du petit qui travaille avec le gros. Tu veux avoir Carrefour comme client, simplement tu perds de l'argent à chaque fois que tu fais une livraison. Et donc à un moment tu leur dis, en fait là je suis dans la merde aujourd'hui parce que je vous ai vendu pas assez cher, quoi. Et maintenant il faut aussi que moi je gagne de l'argent, donc c'est bien de faire la pression, mais donc j'augmente les prix de 25%, donc je commence à gagner de l'argent. Ça marche si t'es solo, parce que quand t'as de la compète en face, en l'occurrence, c'est moins facile. Tout à fait, mais là j'étais vraiment solo. Et donc, ça s'est très, très bien passé. Et donc, j'ai très rapidement retourné la boîte. Donc, tu vois, je passe de 5-6 millions, je passe à 4 millions. Donc, je descends, tu vois, parce que il y a des trucs qui faisaient pas d'argent, donc j'arrête. Mais ce qui fait de l'argent, je le garde. Et ça commence à dégager du fonds de roulement. C'est le b.a.-ba. En fait, je veux juste le rappeler ça dans ce que tu dis. Il y a plein de bonnes leçons, je pense. Le b.a.-ba, hein, quand même, des affaires que pas mal de gens oublient, je trouve, c'est à un moment où tu te dis ouais, mais notre chiffre d'affaires a augmenté, le modèle économique. Okay. Mais en fait, attends, n'oublie pas que ton chiffre d'affaires c'est bien, mais à la fin, tu vois, ton modèle économique, c'est tout. Donc Monsieur EBITDA, Jean-Philippe Cartier, je sais pas si tu le connais, voilà, mais qui est passé. Mais c'est évident. Moi, je suis Monsieur Profitable Growth. Ouais.
C'est-à-dire que pour moi, j'estime qu'une vraie société doit s'autofinancer dans sa croissance. Et pour ça, il faut dégager des profits. Et donc, c'est pour ça, enfin, on en parlera plus tard, mais c'est pour ça que j'ai une vision un peu différente en étant family office, en investissant mon argent grâce à cette expérience. Ma question là-dessus, pour revenir à une des toutes premières remarques que tu as fait, c'est que tu me disais en fait que tu étais optimiste, positif, joyeux. Dans cette période, tu l'es resté? J'ai pris cher, hein. Tu prends vraiment très très cher. Parce que t'es extrêmement tendu. Ouais, alors il y a un truc qui est dingue, c'est que pour ça que je suis un peu paresseux. Enfin, mes journées sont très intenses. Quand je dis paresseux, c'est faux. Je travaille beaucoup, bien sûr, mais je dors bien. C'est-à-dire que j'avais cette capacité un peu à bien me reposer quand même, tu vois, à être c'est un peu moins le cas maintenant d'ailleurs, c'est marrant, mais c'était tellement l'énergie était tellement intense dans la journée, il fallait que je dorme. Donc globalement, j'arrivais à rationaliser certaines choses. Et moi, le truc est assez fou. Donc tu vois, il y a redressement, c'est mai-juin 2023. J'ai un plan d'accompagnement de 6 mois. Et un truc qui était assez fou, c'est que pendant 6 mois, je délivre, tu vois, juillet, août, septembre, octobre, je tiens mes échéances, etc. Et en octobre, il y avait effectivement une ligne qu'il y avait dans une banque. Et la banque m'appelle. Donc, tu vois, c'était d'ici sur 3 millions, c'est peut-être, je sais pas, 300, 400 000 $. Vous devez nous rembourser 400 000 $. Bien sûr, je n'avais pas du tout tenu au courant de la situation. J'étais au bord. Et je lui dis, ouais, mais vous avez ouvert votre ordinateur, vous voyez bien que j'ai 0, et donc je peux pas rembourser. Et au bout de 4 mois de redressement, la banque me dit, écoutez, des jeunes comme vous, enfin moi j'étais à Hong Kong, j'en ai vu. Si vous donnez pas votre garantie personnelle, on vous met en redressement judiciaire. On vous attaque en... Ah ben je dis, je peux vous répondre tout de suite, hein, vous aurez jamais ma garantie personnelle. Je vais pas mettre à risque ma famille. C'est clair, net, précis. Puis là, me tape sur l'épaule. On en reparle dans une semaine. Si vous me la donnez pas par écrit dans une semaine, je vous mets... Donc là, il y a 4 mois que tu te bats, quoi. Putain, c'est pas vrai. Excusez-moi des gros mots, mais c'est cher, là. Tu prends cher, et puis là, t'es des institutions financières, hein. T'es plus dans le deal, t'es pas avec un fournisseur qui peut être, c'est noir, blanc. Tu me payes, t'as des process. Oui. Mais t'es petit, t'as pas une thune. C'est vrai. Ce que je dois dire là-dessus, est-ce que t'apprends... Parce que, tu vois, j'entends souvent, je prends pas souvent la défense des banquiers et des banques traditionnelles qui, je trouve, sont à la ramasse, notamment au niveau technologique sur plein d'aspects. Cela dit, dans une période comme celle qu'on vit actuellement, qui est plus difficile, quand on me dit toujours les banques elles sont toujours là pour te donner des crédits que tu leur files, et puis voilà, mais dès qu'il y a un problème il y a plus personne, c'est pas vrai, tu vois. Et c'est vrai que, enfin, en tout cas, comme tu l'as dit, si t'es transparent et honnête, etc., il y a un moment où il faut juste se mettre à leur place, hein. De toute façon, une banque, quand tu dois 2, 3, 4, 5 millions d'euros, elle préfère que tu trouves une solution pour essayer de faire en sorte que ta boîte marche et que tu leur rembourses, que tu partes en redressement judiciaire ou tu vois, en liquidation. Hein. Non, mais moi, ils sont sûrs qu'ils récupéreront pas leur argent. Moi, je respecte tout à fait, et dans le cas, je vais t'expliquer comment ça s'est terminé, mais dans ce cas précis-là, elle faisait simplement son travail, la gestion de risque, etc. Et donc, je reviens, pour la petite anecdote, une semaine après, donc je me rappellerai, mais la taille du bureau, etc. À Hong Kong, est imprimée. Non, je suis à Shanghai, dans une tour de Financial District, mais la taille du bureau et tout, il y a 2 sièges là, il y a mon directeur financier, c'est là, et donc elle s'assoit, elle rentre, tu vois, du style 10 minutes de retard, etc. Pas rien à foutre. Et Monsieur Chessé, vous avez autre document? Et là, je dis, je suis désolé, mais non, je vous donnerai pas ma garantie personnelle. Et là, elle se met debout, et puis elle dit, sujet réglé. Et là, Jennifer, elle s'appelait Jennifer. S'il vous plaît, je peux vous demander une seule chose, d'accord? Je vais appeler le directeur financier de Carrefour au téléphone, maintenant, là. Si vous me plantez, vous plantez Carrefour de 2 millions. Carrefour, c'est un gros acteur en Chine. Je veux simplement je vais l'appeler, là, et s'il est disponible, ça serait bien qu'on aille le voir, c'est à Tours, là, à côté. Et il va vous expliquer ce qu'on est en train de faire, c'est retourner la boîte. Vous pouvez faire ça, simplement. Et là, tu montes ton téléphone, tu transpires, parce que tu espères qu'il va répondre.
Et le mec me répond, Michael. Ça, c'était des prénoms, et ça c'est ancré, tu vois. Et Michael, il dit, il y a un problème? Oui, vous savez, là, la banque, là, me met en... Quelle banque? HSBC. Et je travaille toujours avec eux, tu vois. Donc, je dis forcément parce qu'on est à Hong Kong. Je suis pas rancunier, mais HSBC. Et donc, ils vont planter là. Et donc, j'arrive à la bah écoutez, c'est urgent. Il est en rendez-vous, je dis, oui, c'est urgent. Il comprend que c'est très urgent. Je la convainc. Jennifer, on prend son petit sac. On va, avec mon directeur financier, voir le bureau de la tour d'à côté de Carrefour, etc. Ils nous reçoivent. Et il y a Michael qui se met d'un côté du bureau. De l'autre côté, il y a HSBC. Et puis moi, je suis au milieu. Et puis, il me dit, ouais, bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et la personne de HSBC dit, Monsieur Michael, comment je me rappelle plus son nom, mais est-ce que vous pouvez convaincre Monsieur Chessé de donner sa garantie personnelle? Et là, je pète un plomb. C'est toujours le côté des rapports de force. Là, je pète un plomb. Je dis, écoute, le mec, d'accord, il pèse des milliards. Alors, tu vas l'écouter. Il accepte de te recevoir 10 minutes. Il a des choses à te dire. Et c'est pas le sujet de la garantie personnelle. Alors, s'il te plaît, maintenant, tu te tais et tu l'écoutes. Et là, le mec, il dit, ok, alors vous, votre relation, là, ça ne me concerne pas. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'effectivement, je suis à la tête d'un groupe qui fait plusieurs milliards. On accompagne M. Chessé depuis 4 mois. Il fait le taf. Il tient ses échéanciers. D'accord? Alors maintenant, vous vous débrouillez. C'est pas mon problème. Merci, au revoir. Il se met debout. Il serre la paluche. Merci, au revoir. Et là, il se barre. L'ambiance. Ambiance. Et là, tu trembles. Tu vois, c'est hyper intense, mais c'est des moments de vie qui sont absolument magiques. Et puis là, ok. Se met debout. Et puis, donc, c'est hyper tendu. Le mec, il s'est barré au bout de 5 minutes. Et là, tu vas dans l'ascenseur et tu dis, voilà, je tiens mes échéances. Donc, si je vous dis que je peux vous repayer, je vais vous repayer. Par contre, maintenant, on fait un échéancier de 24 mois et arrêtez de me mettre la pression, là. D'accord? Moi, je suis un bisounours, je suis un nul. Par contre, voilà, je tiens mes échéances. Et ça, des trucs comme ça, je peux te raconter des dizaines, malheureusement, en Chine. Mais ça, c'était un peu le business normal. Non, mais ça, c'est du business normal. C'est en Chine et ailleurs, ça, je pense que, tu vois. Mais ça, c'est du business normal. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est le rapport de force, c'est ce que tu dis. Mais c'est aussi une forme de créativité. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, il faut quand même y penser. Ce coup de poker que tu balances là-dedans en disant on va appeler machin, j'imagine que tu t'y avais peut-être pensé un peu avant, mais faut quand même imbriquer le machin. Il y a des tas de gens à ce moment-là, c'est rideau, salut, non, je mettrai pas ma caution personnelle, au revoir, tu vois. Et c'est vrai que moi j'ai remarqué que dans ces questions de tu vois d'audace, tu vois, moi je vois la relation que j'ai pu avoir avec des banques, mais là on parle des banques, mais c'est dans d'autres choses en fait. C'est aussi ta relation avec Carrefour, voilà, c'est la confiance que tu donnes, que tu inspires aux personnes. Et ils ont besoin de preuves. La preuve que tu as donnée là, c'était le patron financier de Carrefour qui a dit la preuve, il est depuis 3-4 mois. Moi, je paye des milliards, m'emmerdez pas. Donc elle est forcément dans un truc où elle se dit bon, lui, il m'a dit qu'il voulait le faire. Il pèse lourd parce qu'en effet, si c'était une trompette, ça l'aurait pas impressionné. Voilà. Et exactement. Voilà. Et c'est vrai que tu vois, quand tu apportes des preuves, quand tu es créatif et que tu arrives à... Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si j'avais envie, je pourrais faire un projet immobilier à 50 ou 100 millions d'euros. Parce que j'en ai fait pas mal de petits à 2, 3, 4, 5, 6, 7 millions. Alors, tu commences avec un truc à 1 ou moins, et puis après à 2, et puis à machin. Et en fait, à un moment, tu dis, mais regardez, tu vois, et tu vois, le sky is the limit, ça peut paraître cliché, mais en fait, à un moment, il faut juste... montrer pas de blanche. Et là, t'as montré pas de blanche quelque part. En fait, quelque part, c'est bien ce que tu dis, parce que j'essaie de comprendre aussi pourquoi j'ai survécu, pourquoi j'ai monté tout ça, etc. Et il y a je pense que si, y a une toute petite qualité par rapport à tous les défauts que j'ai, c'est effectivement dans l'analytics, des jeux de pouvoir, d'être créatif et de vraiment comprendre comment répondre aux attentes de chacune des personnes, de tes interlocuteurs.